61% des adultes disent qu'avoir des amis proches est essentiel à une vie épanouie. L'une des plus longues études jamais menées sur la vie d'adulte à Harvard montre que les relations proches est l'un des plus grands prédicteurs de bonne santé. Alors oui, avoir des amis, je savais que c'était important, mais à ce point-là? Et pourtant, romantiser les histoires d'amitié dans la pop culture, c'est hyper fréquent. Will you marry me? Yes. Perfect. And then you're engaged. You pop the champagne, you drink a toast, you have sex on the kitchen floor. Don't have sex on our kitchen floor. Mais du coup, si c'est pas que important, mais vital, ça veut dire que cette stat, elle implique quelque chose de pas cool et assez douloureux. Et du haut de mes 28 ans, je dois l'avouer que ça me fait un peu froid dans le dos. En fait, perdre des amis, c'est pas juste triste. Ça touche à notre équilibre, à notre bonheur, du coup peut-être même notre santé. Et pourtant, je pense qu'on est beaucoup à pouvoir dire que notre cercle d'amis actuel n'a plus rien à voir avec celui qu'on avait au lycée. Ces gens, avec qui on a partagé des soirées, des moments forts, et une quantité folle de premières fois. Si l'amitié compte autant, pourquoi est-ce qu'on perd des amis? Et surtout, comment on les perd? Et à quel moment de notre vie? Friendship over! Et pourquoi souvent on dit, c'est la vie? Comment ça, c'est la vie? C'est la vie d'avoir des amis, pas de les perdre? C'est les mecs d'Harvard qui ont dit ça. Les recherches, elles montrent que les amitiés, elles évoluent avec les périodes de la vie. Et notamment, l'arrivée dans l'âge adulte, c'est un moment où le cercle d'amitié change le plus. Parce qu'en fait, à ce moment-là, les parcours de vie de chacun commencent vraiment à diverger. Certains sont en train de rénover leur maison fraîchement achetée, pendant que d'autres planifient leur tour du monde. Certains fêtent leur 5e année dans leur boîte, pendant que d'autres se demandent encore ce qu'ils feront quand ils seront grands. Et pourtant, ces mêmes personnes ont grandi ensemble. Même quartier, même lycée, même groupe de potes. Et là, ça pose une question importante. Comment des gens qu'on connaît depuis notre enfance, peuvent-ils finir par avoir une vision de la vie complètement différente de la nôtre? Et j'ai pas la réponse à cette question. Ça a piqué ma curiosité. Alors j'ai fait comme à chaque fois quand ce genre de question me vient à l'esprit, j'ai cherché à comprendre. Et j'avais envie de vous partager mes trouvailles. Accrochez-vous, ça va barder. Ok, on va commencer par faire un truc. Regardez autour de vous. Prenez vos contacts, vos anciens amis du lycée, vos potes de fac, ceux que vous avez perdus de vue et ceux que vous croisez encore le week-end, vos meilleurs amis. Maintenant, faites le point. Combien sont parents? Combien sont propriétaires? Combien enchaînent les CDD depuis 3 ans? Combien ont tout plaqué pour monter leur boîte? Combien vivent encore chez leurs parents? Ouais, c'est le bordel, il y en a pour tous les goûts. En vrai, normalement, vous trouverez jamais de trajectoire pareille. Donc aujourd'hui, la norme, c'est d'avoir une multitude de trajectoires de vie. Ok, c'est cool, mais est-ce que ça a toujours été le cas? En fait, non. En 1975, si vous aviez 28 ans, il y a de fortes chances que votre vie ressemble énormément à celle de votre voisin de palier. CDI vers 23 ans, mariage vers 24, premier enfant à 25 et propriétaire à 30. Une sorte de planification des grandes étapes d'une vie réussie. Un calendrier que tout le monde suivait plus ou moins. Mais comme on a pu voir juste avant, ce calendrier d'étapes, il a complètement explosé aujourd'hui. Aujourd'hui, l'âge moyen pour avoir son premier enfant en France est d'à peu près 29 ans. En 1974, il était de 24. 5 ans de décalage en un demi-siècle. Ça paraît rien dit comme ça, sauf que derrière ces 5 ans, c'est tout un ordre de vie qui s'est déconstruit. Le logement, le couple, les revenus, les priorités. Tout s'est désynchronisé. Aujourd'hui, la diversité de parcours est marquante. Et souvent, dans la bouche des anciennes générations, ça veut dire que notre génération est galère et qu'on sait pas ce qu'on veut. Mais c'est pas si simple. Parce que 90% des freelances déclarent avoir choisi ce statut. Pas faire des enfants tout de suite est aussi un choix, plus qu'une conséquence de la conjoncture. Certains achètent et d'autres louent, par choix et conviction. La vraie question, c'est pas pourquoi cette génération est fragmentée, mais pourquoi face aux mêmes conditions, la même époque, la même économie, le même contexte global, l'Ukraine qui entre demain dans sa 5e année de guerre, on fait des choix radicalement différents. Et là, ça devient intéressant. Ok. Imaginez 2 personnes aujourd'hui, même âge, même études, grandi au même endroit, même contexte économique actuel. Face aux incertitudes de l'avenir, l'un se dit « on sait pas ce qui va se passer, donc je sécurise, je construis quelque chose de solide, un emploi stable, un logement, une famille, comme ça quoi qu'il arrive j'aurai un truc solide, une sécurité. » Et l'autre lui se dit « on sait pas ce qui va se passer, donc je reste flexible, je m'adapte, je construis rien de trop lourd à porter parce que le monde change trop vite pour parier sur une seule case. » Même incertitude, mais 2 réponses opposées. En fait, on vit objectivement dans une époque d'incertitude économique et sociale inédite pour notre génération. L'OCDE l'a mesuré dans une enquête menée dans 27 pays. 69% des 18-29 ans déclarent être préoccupés par leur capacité à payer leurs dépenses à court terme, et près d'un tiers jugent probable de perdre leur emploi ou leur revenu dans les mois qui viennent. Donc en fait, les doutes sur l'avenir, c'est pas qu'un ressenti, c'est assez factuel et en fait hyper rationnel. Mais regardez ce que cette même enquête explique juste après. 41% des 18-29 ans se disent prêts à déménager pour un meilleur emploi, contre 33% chez les générations plus âgées.
La même angoisse économique produit à la fois un besoin d'ancrage et une disposition à tout bouger. En psychologie, on appelle ça la tolérance à l'ambiguïté. En gros, c'est votre capacité à supporter l'incertitude sans que ça vous paralyse ou, au contraire, sans que ça vous pousse à fuir vers la première structure rassurante venue. Et ce qui est fascinant, c'est que cette tolérance, elle varie énormément d'un individu à l'autre. Et en poussant un peu le sujet, j'ai fait une découverte assez folle. En gros, cette différence de réaction, elle peut s'expliquer par un mécanisme de psychologique encore plus brutal. Une économiste américaine, Lisa Kahn, a suivi des cohortes de diplômés qui sont entrés sur le marché du travail en pleine récession. Sa conclusion est simple et un peu terrifiante. Entrer dans la vie active en mauvaise conjoncture laisse des traces, comme des positions professionnelles plus basses, des salaires plus faibles, même des années après. Quand on connaît la conjoncture actuelle, ça fait peur. Mais revenons à notre mécanisme psychologique. En fait, ça s'appelle l'effet cicatrice. Et en fait, cette cicatrice, elle change votre rapport au risque pendant longtemps. Si vos premiers pas dans la vie adulte ont été marqués par l'instabilité, la crise de 2008, le Covid, l'inflation, vous intégrez quelque chose, pas consciemment, mais vous l'intégrez. Certains intègrent « je ne dois jamais me retrouver sans filet » et d'autres intègrent que les filets sont une illusion de toute façon. Bref, en fait, on ne réagit pas à l'incertitude selon notre personnalité, mais plutôt aux traces qu'elle nous a laissées, ce qu'on a appris ou du moins ce qu'on a cru apprendre. Ça nous amène à une question inconfortable. Est-ce qu'on a vraiment choisi notre façon de réagir ou est-ce qu'on a appris à réagir comme ça? Et si vous vous posiez cette question, pourquoi vous avez fait les choix que vous avez faits? Je parle pas des petits choix. Quelle série regarder le soir? Kebab ou sushi? Je parle des trucs un peu plus stratégiques. Le boulot, le logement, les enfants ou pas, la stabilité. Et là, vous allez probablement me répondre quelque chose comme « parce que c'est ce que je voulais, parce que ça me correspondait » ou « parce que j'avais réfléchi et c'était la meilleure option pour moi ». Ok, mais si c'était pas si simple finalement? Dans mes recherches, je suis tombé sur ça. En fait, la psychologie du développement, elle suggère quelque chose de légèrement différent. Dans les années 60, un psychologue américain appelé James Markia a passé des années à étudier comment les individus construisent leur identité. Et sa conclusion tient en une idée simple, mais vertigineuse. La plupart des gens ne construisent pas vraiment leur identité. Ils en héritent et s'y conforment sans jamais vraiment l'avoir questionné. Il appelle ça le foreclosure. En gros, vous avez intégré les valeurs, les objectifs, le modèle de vie de votre entourage. Pas par manque d'ouverture, juste parce que personne ne vous a jamais vraiment poussé à explorer autre chose. Et que l'identité héritée était suffisamment confortable pour ne jamais créer de fiction et de remise en question de vos habitudes. En gros, le mec qui fait maison, bébé, CDI à 28 ans parce que c'est ce qu'on fait, sans jamais s'être demandé c'est ce qu'il voulait faire, ça c'est du foreclosure. Mais attendez parce que je vous vois venir. Le mec qui fait van, freelance, full voyage à 28 ans parce que c'est ce que font les gens de son cercle, parce que c'est ce qui est valorisé sur son algorithme, parce que c'est l'identité référence dans son groupe d'influence, c'est aussi du foreclosure. En fait, les deux ils sont victimes du même mécanisme. Ok, James Markia, c'est top ça. Mais alors pourquoi on se retrouve avec des enfants qui font parfois totalement l'opposé de ce que font les parents? Et en fait, en psychologie, il existe un deuxième phénomène que j'ai découvert pendant mes recherches, qui est encore plus fou, et en fait qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Vous êtes prêts? Ça va chier, hein? Une chercheuse en psychologie sociale appelée Marilyn Brewer a montré que les individus ne cherchent pas seulement à appartenir à quelque chose, ils cherchent aussi à s'en distinguer. On veut être dans un groupe et on veut quand même être différent à l'intérieur de ce groupe. C'est ce qu'elle appelle l'optimal distinctive. J'arriverai jamais à vous le dire, donc je vous le mets ici. En gros, ce que ça implique, c'est qu'une partie de vos choix de vie, c'est pas construit sur ce que vous voulez, mais sur ce que vous refusez d'être. Vous avez regardé le modèle dominant autour de vous et vous avez fait l'inverse. Pas parce que l'inverse était nécessairement meilleur, pas parce que l'inverse vous définissait, mais plus parce que le contraste était une façon de dire « moi, c'est pas ça ». Regardez honnêtement, si on fait le bilan, combien de vos choix, c'est vraiment des volontés ou c'est plutôt des refus de situation? Le freelance, est-ce qu'il a choisi ce mode de vie ou est-ce qu'il a regardé ses parents se lever tôt tous les matins pour faire le même boulot en CDI et a décidé que ça, c'était hors de question? Le jeune propriétaire de 25 ans, est-ce qu'il a vraiment choisi la stabilité ou est-ce qu'il a grandi dans l'insécurité et décide que ça, c'était hors de question? Ce que ça implique, c'est que parfois, nos choix, c'est un refus et non une volonté. Ça, c'est intéressant. Les choix de vie ressemblent à des décisions libres et réfléchies, mais sont aussi le résultat de mécanismes psychologiques qu'on n'a probablement jamais conscientisés. Une sorte d'héritage, d'un modèle, d'un réflexe comportemental. Bon, on sait que c'est normal aujourd'hui d'avoir plein de parcours de vie. On sait aussi qu'un même contexte génère des réponses différentes selon les individus. Et on en sait un peu plus sur pourquoi on fait certains choix. C'est bien, mais je reprends ma statistique du début. 61% des adultes disent que les amis, c'est essentiel à l'épanouissement. Alors ok, on fait des choix différents, mais pourquoi nos cercles d'amis changent autant? Quand j'étais jeune, mon père il me disait tout le temps
T'as plein d'amis, mais tu verras à 30 ans, si t'arrives à les compter déjà sur les doigts d'une main, c'est un exploit. Et je comprenais pas pourquoi il me disait ça, mais en fait, c'était sûrement le résultat de ce qu'il avait expérimenté tout au long de sa vie. Dans un groupe d'amis, certains font des enfants, d'autres font la fête, d'autres vont à fond dans le sport. Les centres d'intérêt divergent, les rythmes de vie ne sont pas les mêmes, les curseurs d'un bon moment ne sont plus les mêmes. Et naturellement, pas brutalement, pas consciemment, le groupe se fragmente. Pas parce que les gens s'aiment moins, parce que le quotidien ne se superpose plus. Mais alors qu'est-ce qui reste? Un noyau, petit, solide, composé de gens qui vous ressemblent, de leur façon de voir le monde, de leur centre d'intérêt, leur rapport à la vie, au monde du travail, leur définition de ce qui compte vraiment. Et ce noyau, ces 3, 4, 5 personnes, elles n'ont pas juste survécu à la divergence, elles l'ont façonné. Parce que les gens dont on s'entoure sont aussi nos modèles, nos miroirs, nos références inconscientes de ce qu'est une vie désirable. Alors revenons à la question du début, pourquoi certains de vos potes sont devenus des étrangers? Pas parce qu'ils ont changé, pas parce que vous avez changé, pas parce que la vie vous a séparés, mais parce que quand vous étiez jeune, vous partagiez un contexte, le même lycée, le même quartier, les mêmes soirées. Et ce contexte partagé crée une illusion de similarité. Et en vieillissant, on commence à faire des choix de plus en plus conséquents. Ça commence par dans quelle ville je veux étudier, dans quelle ville je veux habiter après, quel choix de carrière je veux faire, est-ce que je veux un CDI, est-ce que je veux des freelances, est-ce que je veux voyager avant de commencer à travailler. Et en fait, chacun de ces choix font que votre quotidien évolue. Mais surtout, le contexte commun que vous aviez avec certaines personnes s'efface petit à petit. Vos priorités sont plus les mêmes et vos envies évoluent. Et souvent, quand ça arrive, on risque de vous dire que vous avez changé. Alors oui, mais pas comme vous le pensez. Le psychologue Carl Jung avait un concept pour ça, l'individualisation. En fait, c'est l'idée que toute la première partie de vie, on construit un masque pour répondre aux attentes des autres. Et souvent, à un moment, souvent autour de la trentaine, on arrête de mettre l'autre avant ses choix et ses envies. On revient à quelque chose qu'on avait déjà avant, à quelque chose qu'on a déjà été, à un truc plus primaire, plus centré sur soi. Comme un enfant. Oui, un enfant c'est exactement ce qu'il veut, ce qu'il aime, ce qui lui fait peur. Avant d'être formaté, avant les masques, avant les normes, avant les calendriers de vie, il fait comme il a envie et comme c'est le mieux pour lui, sans se soucier des autres. Et en fait, c'est cette étape, cette individualisation, qui fait qu'on s'éloigne de certaines personnes, petit à petit. Finalement, vieillir c'est peut-être juste ça. Redevenir un gros bébé. Gros bébé, va.